Gestion des ambitions en marge de la sortie du gouvernement Sama. Il y a tant de réactions qui fusent de partout. Il y a des tensions de ralliement qui se font sentir dans les chefs de certaines officines politiques. Alors, sur ces plateaux, on reçoit pour vous un invité de taille. Je l'appelle comme ça, l'homme qui se situe à la hauteur de sa tâche. Lui, c'est Monsieur Norbert Yamba, cadre au sein de l'UDPS et qui soutient également la vision du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Il est là dans nos murs, à qui je dis bonsoir. Bonsoir, merci pour l'invitation. Comment allez-vous, Monsieur Norbert Yamba? Après un laps de temps, aujourd'hui, vous signez votre réapparition dans les installations de Télébus. Votre impression? Écoute, je suis très heureux. Quand vous m'avez appelé, j'étais très content parce que je me disais, est-ce que je suis dans les oubliettes? Mais voilà, j'étais extrêmement surpris de voir que vous pouvez penser à moi. Voilà, je me suis présenté, on organise l'émission. Je pense que les téléspectateurs seront satisfaits. Très bien, les téléspectateurs seront satisfaits d'entrée du jeu. Monsieur Norbert Yamba, il y a des questions autour de la sortie du gouvernement Sama. On aimerait savoir quelles sont des priorités d'abord, avant d'entrer dans les méandres de notre émission, quelles sont des priorités pour ce gouvernement Sama Lukonde? Merci de le dire. Les priorités, lorsqu'on regarde le Congo et les Congolais, on a l'impression que tout est problème. Tout est problème et tout est priorité. Mais écoutez, on ne peut pas éradiquer la pauvreté en 2 ou 3 ou 5 ans. Ah non! C'est comme ça qu'on est obligé de faire la hiérarchie des problèmes, ce qu'on appelle priorité des priorités. Je ne veux vraiment pas aller en dehors de ce que le Premier ministre avait répondu dans une de ses prestations pour dire qu'il avait 2 grandes priorités. La première priorité porte sur la sécurité, parce que la sécurité a des effets d'entraînement dans tous les secteurs de la vie nationale. Et puis, bon, il y a les sociales. Pour les sociales, il y a 4 attributs de souveraineté. Il y a d'une part la sécurité dont on a fait déjà allusion, et vous avez la santé, parce que sans la santé, on ne peut pas avoir la capacité de pouvoir s'engager résolument dans la lutte contre la pauvreté. Et puis vous avez l'éducation, que ce soit l'enseignement primaire et secondaire, vous avez l'enseignement supérieur universitaire. Très bien. Et puis bon, vous avez l'alimentation. Comment les gens doivent trouver de la nourriture dans les secteurs agricoles. Et puis vous avez également la question de l'énergie, l'électricité qui visiblement doit aider le pays à transformer toute cette potentialité. Et vous avez l'eau. Donc la sécurité, parce qu'effectivement il y a trop de poches de résistance et de bandes armées. Il faut mettre fin, naturellement, pour permettre à ce que les richesses, les ressources naturelles de notre pays puissent servir à quelque chose, parce qu'il y a trop de vautours autour de la convoitise de nos ressources naturelles, et ils organisent des poches d'insécurité. Il faut donc lutter contre cette insécurité. Et vous avez, je l'ai dit, les sociales qui se répercutent au travers la santé. Aujourd'hui, avec Mobutu, nous avions 500 zones de santé, plusieurs centres de santé, plusieurs postes de santé. À son départ, on avait naturellement la moitié des zones de santé qui n'étaient plus opérationnelles. Et la moitié de ces zones de santé opérationnelles ont été soutenues naturellement par des organisations étrangères, etc. Aujourd'hui, plus que jamais, non seulement on doit pouvoir remettre en scène les différentes zones de santé, n'est-ce pas, pour donner des soins de proximité, mais également il faut y ajouter, parce que la démographie a évolué. Aujourd'hui, on est à 100 millions d'habitants, on a besoin des hôpitaux, on a des hôpitaux de référence à ce temps, on a besoin des centres de santé, on a besoin des points de santé qu'il faut non seulement équiper, mais aussi avoir un personnel
médicales, paramédicales, avec des équipements correspondants, etc., pour permettre de booster la santé de nos concitoyens. Et bien, il faut le système éducatif. L'enseignement primaire et secondaire, vous savez, aujourd'hui, c'est un enseignement de répétition, un enseignement qui forme des perroquets, et ça va jusqu'à l'université. Non seulement on doit revisiter actuellement les contenus du système d'enseignement, qui est un enseignement de déracinement, un enseignement de désintégration, et un enseignement de désarticulation, mais remettre un enseignement qui permet une sorte de réconciliation avec notre patrimoine culturel, mais aussi un enseignement qui est suffisamment équipé et qui tient compte des investissements correspondant à la population scolarisable. Aujourd'hui, hier, on a tellement promis 1000 écoles par an, etc. En tout cas, on n'est pas allé au-delà de 300. Donc, peut-on dire il faut beaucoup d'écoles aujourd'hui, mais il faut également l'énergie. On n'est pas au-delà de 9% de desserte de l'électricité, encore que la situation s'est désagrégée aujourd'hui, et on a plusieurs possibilités, naturellement, de pouvoir diversifier la desserte en électricité, parce que l'énergie éolienne, on peut, l'énergie solaire, on peut, et puis hydroélectrique, avec autant de potentialités. 5000 MW. Aujourd'hui, on n'est pas au-delà de 1000 MW. Il y a 1400 MW. Oui, donc, le président de la République, au travers du programme du Premier ministre, parle des gens de Inga 3, avec les bailleurs des gens connus, etc. Et puis bon, il n'y a pas que ça, la diversification. Quand vous êtes à Kingé, vous allez voir qu'il y a eu tentative de pouvoir desservir l'électricité à travers... Monsieur Norbert Yamba. Donc, on a ces priorités-là. Au-delà de ces priorités, ben, bon, voilà, donc, vous avez les routes de dessertes agricoles. On est à 88 000 km de routes de dessertes. Nous avons 152 000 km de routes d'intérêt provincial et national, etc. Et donc, on a intérêt aujourd'hui, l'intérêt pour qu'on puisse booster, réaliser des choses qui permettent la lutte contre la pauvreté. Là, ça, c'est l'ultimotif du gouvernement de la République. Alors là, ce sont des priorités, n'est-ce pas, qui attendent donc du gouvernement Sama. Alors, parlons d'abord en ce qui concerne les secteurs d'abord de l'enseignement de l'éducation. On les sait très bien. On a beau scander la gratuité de l'enseignement de base, puisque le gouvernement Sama va surseoir à cela, peut-on dire qu'il n'y a pas encore jusque-là l'effectivité de l'enseignement de base. Oh, comment pas l'effectivité? Le principe n'est pas remis en question. Le président s'est conformé à l'article 43 de notre Constitution, qui s'inspire aussi de la résolution de l'UNESCO lors du colloque d'Addis Abeba en 1961, qui prônait également la gratuité de l'enseignement de base, l'enseignement primaire, de manière générale. Et donc, c'est un combat que nous devons mener, mais cet enseignement, toutes dépenses réalisées, ça nous fait dans les 2,5 milliards de dollars. Voilà. Certainement qu'il y a eu trop de douleurs d'enfantement avec une volonté délibérée de remettre en question le processus en mettant en fait en scène des écoles fictives, aussi des unités fictives. Les choses sont en train d'être clarifiées par la justice de notre pays à travers le rapport de l'IGF. On saura combien du personnel de l'enseignant faut-il payer, combien d'écoles faut-il équiper, etc. Et donc, on ne remet pas en question, mais on peut toujours jeter un coup d'œil pour voir très clairement par rapport à cette question, parce qu'on a beaucoup déploré ce genre de détournement et beaucoup de gens se sont enrichis. Jusque-là, mais l'IGF s'est déjà saisi du dossier, mais jusque-là, aucune réaction n'a été formulée. Qu'est-ce qu'on attend pour établir les coupables? Non, mais le problème est en justice, vous n'avez pas suivi les décisions. Exact, mais oui, on les suit quand même. Alors, sous Willy Bakonga, l'effectivité n'a pas eu lieu en quelque sorte. Mais non, il y a effectivité, parce que déjà il y a 134 000 enseignants mécanisés qui étaient de nouvelles unités. De nouvelles unités. Non, de nouvelles unités payées. Il y a eu des écoles construites. Regardez un peu le complexe Mokengeli. À Lemba. À Lemba, etc. Il n'y a pas que Mokengeli. Un peu presque partout à travers le pays, etc. On était déjà
dans les 85 à 87% de prévisions de ce que nous appelons le programme de 100 jours. Très bien. Et donc, il y a des écoles construites, il y a des équipements dans les écoles, il y a de nouvelles unités, il y a identification également des gens qui ne sont pas encore payés, etc., des écoles, et le processus continue. Encore qu'il faut mobiliser des ressources. Parce qu'il ne faut pas qu'on puisse croire que, bon, ça se décrète et puis ça se réalise. Ah non, c'est un processus. Mais il y a un engagement de tout le monde. Quand il y a des hommes et des femmes de mauvaise volonté, qui, au lieu de soutenir les réformes, etc., s'organisent pour créer, n'est-ce pas, des îlots d'abondance, en mettant en place des unités fictives, en payant des hommes et des femmes qui ne travaillent pas, mais qui, visiblement, ont été pas comptabilisés parmi les personnels qui est opérationnel. Vous voyez, ça pose problème. Tout cela doit être clarifié pour qu'on sache, naturellement, quels sont les effectifs réels de notre enseignement, et combien sont payés, combien ne le sont pas, et ça équivaudrait à combien d'argent. Et quand on comptabilise, on essaie de clarifier tout cela, je pense, le président ne va pas reculer, et ça va continuer, et ce serait l'avis aussi, et l'avis partagé, bien entendu, du Premier ministre récemment. Alors, très bien. Alors, puisque dans notre introduction, dans l'introduction de l'émission, on aimerait savoir en ce qui concerne la gestion des ambitions en marge de la sortie du gouvernement Sama, il se pose un sérieux problème. Vous êtes cadre au sein de l'UDPS. On accuse l'UDPS aujourd'hui d'exagérer avec la liste transmise à la commission des ambitions au sein du parti. Confirmez-vous cette information? Non, il faut quitter dans un débat des quartiers, j'allais dire débat des caniveaux, quoi. Lorsqu'on est combattant, cadre de l'UDPS, on est dedans parce qu'on a la volonté très volontariste de pouvoir travailler pour changer la situation. Et donc, s'il arrivait à un moment où on s'est dit on a besoin de candidats, je pense que... Donc la démocratie doit primer. Tout combattant de l'UDPS est un candidat potentiel. Un candidat potentiel. Et on ne doit pas accuser l'UDPS par rapport à ça, ou les velléités des combattants, de faire partie naturellement du gouvernement. Cependant, parce qu'on est nombreux, et donc, dans ce genre de choses, on a besoin véritablement qu'on puisse élaborer, c'est-à-dire des critères de recrutement. Pour dégager les différentes spécificités que l'on a besoin. On voit les ministères et on voit les profils qu'il faut pour... Alors, quels sont les critères d'éligibilité pour être ministrable par rapport au portefeuille réservé à l'UDPS? L'exercice est pédagogique. D'abord à l'UDPS. Oui, allez-y. À l'UDPS, je dis qu'à l'UDPS, l'exercice en tout cas, si je peux peut-être... Le débat est fini parce qu'il y a eu consensus, il y a eu arbitrage du président de la République. Au moins là, on a des hommes et des femmes choisis pour représenter l'UDPS. On a parlé de 8 postes, mais on est des millions de personnes, non seulement à l'intérieur de la République, mais également à travers le monde, des combattants de l'UDPS qui se sont battus pendant plusieurs années et qui croient pouvoir être en mesure de servir la République. Très bien. Et donc, aujourd'hui, ce débat est clos parce qu'il y a eu arbitrage. Mais je voudrais insister sur le fait, parce que il n'y a pas que l'UDPS qui a retardé, il y a beaucoup d'autres entités qui, visiblement, se posent un problème de choix. L'UNC démontre cela, contrairement à l'UDPS. Bon, il y a des partis politiques où il y a la discipline du parti qui frise, n'est-ce pas, une approche trop directive. Hein, j'allais dire une approche d'entonnoir. Tu vois, dans un entonnoir, quand on déverse, il n'y a pas de feedback, il n'y a pas de retour, quoi. Il y a des partis qui fonctionnent de cette manière-là. Ça, c'est leur approche. Mais l'approche à l'UDPS, qui est un parti de masse, le débat est sur la table, tout un chacun a une sorte d'égalité des chances, ne peut séparer les gens que les critères, n'est-ce pas, de recrutement. Quand on pose les critères, à ce moment-là, pièce contre pièce, on voit si vous répondez naturellement. Est-ce que la démocratie, puisque l'UDPS, comme vous avez toujours l'habitude de le dire, est un parti démocratique, alors est-ce qu'il n'y a pas lieu ici que la démocratie puisse se primer au sein de l'UDPS par rapport au choix, aux critères d'éligibilité?
pour être candidat. Quand les gens posent les candidatures, c'est qu'il y a une liberté reconnue en tout et chacun. Donc la démocratie doit primer, c'est ça en quelque sorte. Oui, la démocratie, mais cela n'empêche pas qu'on choisisse les meilleurs au travers un critérium arrêté. C'est-à-dire que tout celui qui voudrait devenir potentiellement éligible, ça c'est évident, mais il faudrait prouver qu'on est conforme, naturellement, n'est-ce pas, aux principes qui ont été édités. Vous voulez être ministre des Affaires étrangères, quel est votre passé, quelle est votre expérience cumulée, etc. Vous voulez être ministre de la décentralisation, je ne sais pas, de l'environnement. Si dans l'hypothèse où vous n'avez pas un passé qui ne répond ne serait-ce que quelque chose dans la question d'environnement, vous voyez, on est exclu d'office. Oui, c'est cela. Et on doit fonctionner de cette manière-là. Mais généralement, dans des partis politiques aussi professionnels, encore que j'invite tous les partis politiques de notre pays de s'adapter par rapport à ça, c'est de constituer des banques de données. Dans cette banque de données, on a non seulement la cartographie nationale, mais aussi mondiale. Il y a des combattants qui sont disséminés à travers le monde. Et chaque combattant ou chaque cadre a ce qu'on appelle un profil. Il a tel niveau, il a telle expérience. Et donc, le président fédéral, si je prends l'IDPS par exemple, de la Chine, peut, au travers de la cartographie au niveau de la Chine, identifier dans les différentes provinces de la Chine qui sont les membres de l'IDPS, quel est leur profil, quelle est leur expérience et quel est leur domaine d'intérêt. Là, c'est par fédération. Et alors, par fédération. Ouais. Et cela devrait être envoyé au niveau de l'administration centrale du parti. Et qui va créer une sorte de matrice numérisée qui reprend les différentes. Et d'ailleurs, si on a pas cette banque de données, on n'aura pas de difficulté, même pour choisir les hommes qui peuvent être des candidats députés potentiels. Des députés, bien entendu, même à l'échelle de la ville, des communes, secteurs ou chefferies. Et parce qu'on sait que dans telle chefferie, il y a telle personne qui a tel profil. Donc, on n'aura pas vraiment de difficulté. Mais écoutez, les choses ne se sont pas passées de cette manière-là. Là, ce sont pas des démarches entamées par l'UDPS, en quelque sorte? Non, on y est. On est en train de travailler. On a une banque de données en chantier, etc. Mais maintenant, là, tout n'est pas fini. Et on a difficile, naturellement, à se dire, par rapport à tel poste, voilà les compétiteurs potentiels. Ça devient. Mais c'est vrai que, bon, il y a des hommes et des femmes qui sont connus par la hiérarchie du parti, par le président de la République lui-même, qui a un passé qui pratiquement arrose toute la durée de notre combat, etc. Et qui sait identifier des hommes et des femmes qui ont un tel profil, tel background, et qui peuvent, naturellement, accomplir telle ou telle responsabilité. Et ça, c'est un exercice véritablement à faire. Mais avant que cela ne se fasse, en termes d'arbitrage par le président de la République, eh bien, donc, chacun a le droit de pouvoir postuler. Encore que dans ce genre de circonstances, on donne la possibilité à tout un chacun d'avoir l'information et de déposer en bonne et due forme le dossier pour que cela se réalise. Et cela va véritablement répondre à ce qu'on appelle l'esprit de justice et l'égalité de chance. Donc, au regard de cette problématique, peut-on dire que c'est l'UDPS qui serait à la base du blocage de la sortie du gouvernement? Non, je ne dis pas. Ce que je suis en train de dire, je pose le principe. Moi, les principes. Je suis spécialiste à structuration. Mais peut-on dire que l'UDPS aussi s'y retrouve, entre guillemets, en quelque sorte, donc c'est ce qui cause un sérieux problème pour la sortie du gouvernement? Non, pas l'UDPS. Toutes les entités, vous allez à l'ensemble, vous allez AFDC. Vous avez même les migrants du FCC, etc. Vous avez toutes les entités qui font partie de l'Union sacrée. Chaque entité doit choisir les Donc c'est ce qui constitue un blocage pour la sortie du gouvernement, en quelque sorte. Un blocage. Le Premier ministre vous dit que l'urgence ne signifie pas la précipitation. Et donc, il y a urgence que nous ayons un gouvernement de combat contre la pauvreté. Mais il y a aussi nécessité de faire la sélection, n'est-ce pas, des hommes et des femmes qui deviennent des guerriers. N'est-ce pas, pour abattre Alors maintenant, à chaque niveau d'atterrissage, il y a ce qu'on appelle la sélection au sein de l'entité par rapport
aux différentes conditionnalités données par le Premier ministre, quels sont les hommes ou les femmes qui répondent naturellement à ces conditionnalités. Après cette sélection, il y a le Premier ministre lui-même qui fignole pour voir, au regard des hommes et des femmes qui m'ont été transmis par le ministère, par chaque parti politique. Voilà. Il doit analyser, il doit avoir des informations complémentaires par rapport aux hommes qui ont été présentés, etc. Et dans un troisième palier, vous avez le Premier ministre et le Président de la République, et qui, à l'air tout par rapport à la connaissance des uns des autres, etc., travaillent dans le sens de faire un choix. Oui, donc, à différents niveaux d'atterrissage, la sélection se réalise, et, écoutez, l'évaluation se fait autour des hommes et des femmes qui ont été présentés, et donc, on s'éloigne de plus en plus de velléités émotionnelles, et on peut bien se dire que voilà, telle équipe est choisie, c'est une équipe véritablement de combat, question, et on peut pouvoir lutter contre la pauvreté. Une question supplémentaire, M. Norbert Yamba. Certains accusent le chef de l'État à la base, n'est-ce pas, de la sortie du gouvernement, parce que ça pose un sérieux problème dans les chefs de la population congolaise. Est-ce d'abord la sortie du gouvernement, encore moins le Premier ministre doit travailler des connivences avec le président de la République en vue de publier les gouvernements ou comment. Alors, lorsque les gens disent ce genre de choses, qu'est-ce que cela fait dans les oreilles, surtout du président de la République, encore moins des Congolais qui ne savent pas quelle séance se vouer et qui se posent à tout moment la question de savoir à quand la sortie du gouvernement. M. Norbert Yamba. Vous savez, je venais de vous expliquer tout à l'heure que la situation n'est pas si facile que l'on croit. Très bien. D'une part, on veut que nous puissions atteindre les résultats. Et les résultats supposent qu'il y a de l'eau, de l'électricité, qu'il y ait l'alimentation, qu'il y ait la santé, l'éducation, etc. La sécurité. D'autre part, il faut des hommes et des femmes qui sont capables d'assumer ces responsabilités. Alors maintenant, on est 5 millions de personnes. Alors maintenant, quand on va faire le choix, vous croyez qu'on va faire à la hâte pour se distribuer les postes parce que tel est mon ami, etc. Et puis je lui dis non. Encore qu'on est dans une approche de gestion de complexité. Ça veut dire une gestion complexifiée. Très bien. Simplement parce qu'il y a plusieurs entités. Alors maintenant, il faut pièce contre pièce pour voir qui est qui et qui prendre naturellement dans cette équipe de combat. Alors le profil idéal. Alors maintenant, le profil où se trouve idéal. le problème du président de la République par rapport à cette question? Parce que le président de la République intervient, n'est-ce pas, en dernier ressort dans une discussion avec le Premier ministre pour faire les derniers réglages. Alors maintenant, si ça prend du temps en amont, le Premier ministre, le président de la République intervient en aval. Donc tout cela, ça rentre dans une logique d'écosystème politique, de pourriture intrinsèque. Il y a trop d'adolescents retardés dans notre pays. Ça constitue un défi réel, sincèrement, de le dire. Parce qu'on raconte des choses, il y a trop de débats de bas étage. Des compétences politiques, des poids politiques, disons, et des compétences. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut se dire que non, il faut attribuer un poste à qui que ce soit, on doit tenir compte des poids politiques ou des compétences? C'est la question que je pose à tout moment. Lesquels de ces mots, lesquels de ces deux mots, compétences et poids politique, c'est justement ça qui vous intéresse le plus. Qui retarde, généralement, cette histoire. Parce que, est-ce que c'est une question de compétence ou c'est une question de poids politique? Les hommes politiques voient des poids politiques. Mais ils s'en foutent éperdument des compétences. Et c'est vrai. Parce que la coutume dans notre pays, c'est qu'on est dans un débat politicien. Mais on n'est pas dans un débat de lutte contre la pauvreté. Et il y a trop de charlatans. Il y a des hommes et des femmes qui s'improvisent politiciens parce que le débat rationnel par rapport à l'objectif, par rapport au résultat, n'est pas de mise. Et donc, les gens focalisent véritablement le débat autour de points politiques. Or, ils sont conscients que
On a tenté cette expérience de poids politique dans la coalition FCC-Cash. Qui n'a pas marché. Cette coalition n'a pas marché. C'est qui, véritablement, fait dire que les clivages, les points politiques n'ont pas d'essence dans notre pays. La solution est ailleurs. Raison pour laquelle le président fera son discours de 6 minutes pour dire Congolais, on est ridicule comme tout, plus personne ne nous respecte à travers le monde. Nous avons intérêt aujourd'hui de nous poser la question fondamentale. Comment nous faisons pour sauver la République? Et là, on quitte le juridisme. On est dans une situation extra-juridique. Et la question fondamentale, c'est relève véritablement de la philosophie de la partie politique. Nous faisons quoi pour sauver notre pays? Et la réponse est, nous faisons une coalition, une union sacrée pour sauver notre pays, en mettant de côté au frigo, naturellement, cette histoire de points politiques, de clivage idéologique, de clivage politique. Et nous venons, naturellement, pour monter une équipe qui permet à l'entraîneur national de faire le choix des hommes et des femmes qu'il trouve meilleurs. Parce que hier, il y a eu plusieurs entraîneurs de provenance des équipes, des joueurs qui participaient à la compétition, et ces entraîneurs avaient plus d'influence que l'entraîneur national. Aujourd'hui, il y a court-circuit, et nous devons nous écarter véritablement de cette logique. Et alors, tout le monde est accepté. Curieusement, on est en train d'avancer, et les discours commencent. Nous avons un point politique. Oh, nous ne sommes pas représentés au niveau des institutions au niveau national, notre province. On tribalise même. C'est pas les postes. Alors ça devient un danger public. Et c'est comme ça que je voudrais dire aux politiques. Le président de la République s'est exprimé. Il a crié naturellement à la bonne foi des gens et des femmes qui peuvent se convertir. Pour qu'ensemble nous puissions relever le vrai défi qui est de l'idée contre la pauvreté de notre pays. Alors, si on retarde les choses, et si on revient, moi j'entends des discours actuellement, là, la majorité sera reconfigurée. N'oubliez pas. Tous ces députés veulent aussi entrer dans les gouvernements. Je ne sais pas moi, les palais du peuple là, l'Assemblée nationale, avec qui ils vont laisser, on ne sait pas vraiment. Pourquoi tout le monde veut toujours entrer dans les gouvernements? La motivation, c'est que quand quelqu'un est ministre, tout de suite il a une chaîne de télévision, tout de suite il a des buildings, des maisons à l'étage, il multiplie les maîtresses, etc. Et les députés, certainement qu'ils ont la possibilité d'aller 2-3 fois dans les restaurants du palais du peuple, ils veulent en ajouter aussi des maîtresses, etc. Et donc tout le monde veut être dans cette euphorie de jouissance. Et donc ce n'est pas la motivation de lutte contre la pauvreté. Écoutez, les gens confondent naturellement le fait d'aller remettre un peu du lait à quelqu'un et de prendre les responsabilités et de réfléchir techniquement comment véritablement lutter sur l'ensemble du territoire national. Il y a des ministres qui croient qu'ils sont ministres seulement dans la ville de Kinshasa. Or, le territoire le plus, la province la plus loin, c'est le Sud Kivu. 10 000 km. Quelle est la conception du ministre par rapport à Ngouché, par rapport à Kadika? Les grands équateurs également. Grand équateur, vous savez combien de kilomètres, etc. Et ça, les députés, parce qu'on peut être un charlatan, on crie à longueur de journée, on prend le micro, on tourne par-ci par-là, simplement parce que notre peuple est dans la résignation, dans la naïveté, etc. Et donc, on est élu député, on croit véritablement qu'on a des performances. Les performances d'une élection qui a été réalisée, soit pour le groupe qui a magouillé, soit pour le groupe qui a un discours populiste, qui a été élu sans offre politique, écoutez, ce n'est pas la capacité véritablement de gérer la République. Et donc, ce sont eux, naturellement. Parce que c'est là qu'on peut obtenir facilement l'argent. Et donc, tout le monde veut y aller. Entre-temps, la préoccupation qui relèverait véritablement de pouvoir changer le pays, cette préoccupation est le cadet des préoccupations. Dans ce contexte, c'est contextualisé. Si on veut bloquer encore la République, écoutez, je ne le dis pas en concertation avec le président, mais je m'excuse beaucoup. Il pourra véritablement se trouver dans la triste obligation de constater que même les députés sont en train de bloquer son action. Et il utilisera les prérogatives qui lui sont reconnues par la Constitution, naturellement, pour rappeler tout le monde des élections anticipées. Et cela fera justement pour qu'on puisse avoir une classe, une pépinière d'une classe politique responsable. Alors, qu'est-ce qu'on a vraiment besoin dans ces pays, M. Norbert Yamba Yamba?
c'est le changement de la classe politique où les nouveaux animateurs le mettent à la place qu'il devrait être normalement ou comment? Le changement de la classe politique arrangerait les choses? Excusez, changement de la classe politique, mais classe politique, vous savez, toutes les générations sont brûlées dans ce pays. Il n'y a pas une génération, combien de fois, je vous ai vu, votre génération, les jeunes gens, etc., dans des manifestations portées, cravates, vestes, etc., venir faire des déclarations incendiaires, presque des incantations. Mais écoutez, c'est 18 ans, c'est 20 ans, etc. Vous imaginez ça? Et c'est les jeunes gens qui auraient pu véritablement servir d'alternative, etc. Voilà. Donc, moi, je ne considère pas le changement de classe politique avec le changement des hommes et des femmes qui ont tel âge. Non. Et les changements de la classe politique passent naturellement par les changements de mentalité. Et les changements de mentalité s'acquièrent par rapport à la mise en place des systèmes de surveillance mutuelle. Si nous pouvons nous contrôler, si nous pouvons nous surveiller mutuellement, et que cela est institutionnalisé, comme on est en train de voir aujourd'hui, les gens, si elles ne tombent pas, parce qu'au Congo, on n'a pas trop de félicitations, on vous félicite, alors vous commencez à faire des choses en cachette. Très bien. Et donc, si les gens peuvent véritablement se mettre debout et suivre l'action publique, si la Cour des comptes peut travailler, si les cours et tribunaux, le procureur peut aller à la recherche des infractions, si l'Assemblée qui est réconfigurée, l'Assemblée nationale, comme le Sénat, oui, etc., on peut avoir des hommes et des femmes qui ne travaillent pas par rapport à leur obédience, mais qui travaillent par rapport aux intérêts de la République. Chacun devra se sentir surveillé. Et ce système deviendra un système garde-fou. Et à ce moment-là, il y a des hiérarchies, il y a des services de renseignement qui sont considérés comme des services d'intelligence. Et quand tout cela faisant commune, va mettre en place un système où chacun va se surveiller, va s'auto-censurer. Il va se poser des questions avant de poser un acte. Donc, il n'y a pas lieu ici de dire changer la classe politique, mais plutôt changer les mentalités des Congolais. Changer les mentalités, mais parce qu'il y a des structures qui sont mises en place. Mais écoutez, il y a un domaine aujourd'hui qui est inventé par Kaliba, qu'on appelle la mankémologie. La mankémologie, c'est une nouvelle science, c'est une nouvelle discipline qui étudie, n'est-ce pas, les séquelles, les traces, les effets d'un système subi par rapport au comportement, par rapport à nos réflexes. Ça veut dire en fait que lorsque vous voulez voir les comportements de Glody, ne voyez pas seulement Glody en tant qu'individu, mais il faut se poser la question sur le système qu'il a subi. Si c'était un système de vautours, si c'était un système de voleurs, si c'était un système de menteurs, la tendance pour Glody, même si on change de système, on va vers un autre paradigme, Glody a tendance à faire le réflexe, n'est-ce pas, de voleurs, des menteurs, etc. Et donc, nos compatriotes qui ont été des champions d'un système donné, même si nous sommes en train de faire un déménagement du système vers un autre, ils ont tendance véritablement à refaire le réflexe de l'ancien système. Et ces gens-là, parce que le temps n'est pas vraiment pas l'allié, il faut d'abord le mettre au frigo, peu importe la présomption de ce que peut représenter leur esprit de changement. Je merci beaucoup. Oui. Et donc, on les met au frigo momentanément pour qu'ils se recyclent et s'adaptent au nouveau système, parce que la tendance générale, vous avez vu, des hommes et des femmes, il n'y a pas longtemps, qui en réalité ont adhéré à l'Union sacrée, ils ont fait même des déclarations, les vidéos sont là, mais qui reviennent pour dire, écoutez, nous avons autant de députés, nous avons autant de députés. On veut quoi? On veut avoir des postes ministériels, etc. Et donc ces gens-là, même s'il est présenté comme candidat, n'est-ce pas, potentiel, non pas potentiel, mais effectif, il faut savoir les déclasser pour prendre quelqu'un d'autre. Heureusement que le Premier ministre avait demandé à ce qu'il y ait 3 personnes par poste de choix, et que bon, à ce moment-là, on va. Alors maintenant aussi, les hommes politiques, ce qu'on appelle les autorités morales qui ont détruit de manière systématique la République, ont tendance, alors parce qu'on cherche 3 personnes, alors il met son nom, il met le nom de sa femme, il met le nom de son fils. Pour que quand ça rate chez moi, les vautours. Et donc, ça tombe sur lui. Et ça devient un danger public. Et ça demande naturellement que toute notre société puisse se regarder sur le miroir pour dire plus jamais ça. C'est vraiment important. Sinon, alors, même le peu de temps que nous avons pour aller en 2023, ça sera une peine perdue. Ça sera une peine perdue. Et donc,
il est entendu. Des décisions courageuses, audacieuses dans le chef du chef de l'État. Parce que tout le monde est en train de retarder les choses pour que demain on dise que le président n'a rien fait. Et tout cela faisant commune, justement, monsieur Norbert Yamba, Félix Tshisekedi déjà, lorsqu'il dit, il y a une question que les Congolais se posent à tout moment, lorsqu'il a dit qui Salomé Banda. Tout le Banda Kota na pouvoir à Salignet. Alors, ça, l'endroit ceux qui gouvernement, ils n'ont sacré béni. Non, ça là. Si on dit qui Salomé Banda, pourquoi? Ça, qui Salomé Banda, parce que à Saliamo, vous savez que c'était un programme de 100 jours, que c'est un programme ponctuel, mais qui a donné des performances. Mais excusez. Il y a une crise latente qui s'abat sur le pays. Les peuples se livrent à la précarité qui ne dit pas son nom. Oui, la précarité est endémique dans notre pays. Bien sûr que oui. La précarité est endémique. C'est comme ça que nous nous organisons pour chercher des guerriers pour abattre la précarité. Mais cela ne se fait pas de manière automatique ou mécanique. Il faut des critères pour chercher les véritables soldats de guerre qui acceptent de mourir sur les champs de bataille. Pas des gens qui viennent s'enrichir pour acheter des chaînes de télévision, acheter, n'est-ce pas, des immeubles, etc. Et des hommes et des femmes qui, à un minimum, certes, mais qui voudraient travailler dans le sens de pouvoir faire avancer les choses. Combien de différents services? Est-ce que vous avez vu, vous avez ressenti le changement dans les chefs de ministres? Il y a 65% des ministres qui viennent de l'UFCC. Vous avez senti un changement? Vous avez senti vraiment, ne serait-ce que lueur d'espoir? Voilà au moins comment on a fonctionné. Tout le monde diplôme d'université. Et donc, aujourd'hui, sincèrement, il ne faut pas dire, comme le président dit, qui Salomé Banda, c'est pas parce qu'il attend seulement. Il y a eu des choses qui ont été faites pendant les 100 jours, qui était un programme ponctuel. J'allais dire, un programme qui ne correspond pas à l'arrangement institutionnel prévu par la Constitution, mais qui a été réalisé et dont on a des performances. Mais ce programme a été arrêté pour revenir, naturellement, à l'exercice normal de la République. Très bien. Mais depuis qu'on a fait la remise de reprise avec le gouvernement Yilou Kama, jusqu'aujourd'hui, ce gouvernement continue, il n'y a pas de remise de reprise. Mais écoutez, c'est comme si on n'a rien foutu. Alors le président dit, simplement parce que le blocage a été utilisé comme mécanisme de neutralisation de l'action présidentielle de la République pour qu'il ne puisse pas avoir d'influence en 2023. Est-ce d'abord, les ministres sortants, disons, on les a retirés des signatures ou comment? Parce que vous ne voyez pas que c'est une occasion aussi pour eux de voler l'argent de l'État. Celui qui va voler va tomber lui-même. Comment ça? Avec les rapports de l'IGF qui s'attardent à être... je ne sais pas moi, établi. Non, les rapports de... Vous n'avez même pas peur qu'ils vont partir avec l'argent de l'État, avec le blocage de la sortie du gouvernement et qu'on sort. Donc c'est une occasion se pourrait de plier bagage avec l'argent de l'État. Je l'ai entendu, j'ai ressenti qu'il est assez technique. Il y aura des évaluations de tous ces ministères-là. Très bien. Il y aura des évaluations et on va savoir. Aujourd'hui, l'argent ne sort pas n'importe comment. Il y a eu des instructions qui ont été données, etc. Très bien. Certainement qu'il y a des gens qui prennent le risque de prendre des décisions stratégiques en prenant des arrêtés, etc. Tous ces arrêtés seront revus. Alors, nous sommes arrivés à la fin, M. Norbert Yamba. Votre mot de la fin dans cette émission avant de se séparer de vous. Merci, Claudie. Je voudrais simplement dire que le pays est grand, il y a 100 millions d'habitants, il y a beaucoup d'universitaires, on est au-delà on est à des millions et des millions. Non, c'est un gouvernement, certainement qui a fait 2 ans, qui n'a pas été à la hauteur à cause d'une volonté délibérée de certaines personnes qui n'avaient pas le cœur dans l'ouvrage. Aujourd'hui, nous voulons quitter un système vers un autre système, il faut une union sacrée. Cette union sacrée est incolore. Il faudrait que tous ceux qui viennent, pour qu'ils soient dans l'union sacrée, viennent avec l'esprit de voir le Congo fonctionner autrement. Faire autre chose, c'est un air démagogique et ces gens vont pousser véritablement le président de la République de se trouver dans la toute obligation de prendre des décisions courageuses à la hauteur de ce qui représente le défi de la République. Et je voudrais également dire que si le gouvernement n'est pas venu sitôt, il faut comprendre que tout le monde souhaite qu'il y ait changement. Pour changer, il faut avoir des soldats d'élite. Et pour avoir des soldats d'élite, il faut vérifier, il faut savoir qui vient faire quoi, quel est son profil, quel est son background.
le temps que ça a pris, aujourd'hui, il y a eu des arbitrages. J'estime que le président n'est pas là. Dès qu'il arrive, avec le Premier ministre, ils vont se mettre d'accord. Je crois qu'il y a eu plusieurs fois des réglages. Et puis bon, voilà, donc il y aura un gouvernement. Mais maintenant, ce qui est plus important, c'est pas parce qu'il y aura un gouvernement qu'on va tout changer. Le Premier ministre, il est chef du gouvernement. Le gouvernement central n'a que 36 compétences plus 11 compétences partagées. Et au niveau de la province, il y a aussi, le gouvernement provincial, 29 compétences plus 11 partagées. Et la commune, la ville, le chef-ferry, à chaque niveau, il y a un budget, il y a un programme. Et donc, il ne faut pas entendre que tout soit fait par le gouvernement central. Il faut entendre également qu'au niveau des gouvernements provinciaux, que l'on travaille. Je suis très désolé d'entendre que les gens disent, mais écoute, au niveau, chez nous, il n'y a rien. Ah bon, vous êtes allés pour faire la cueillette. Ah non, il faut générer des ressources. Il faut générer des ressources. La représentativité. Les gens disent, mais écoutez, on n'envoie pas les 40%. Ah non, les secteurs comme l'enseignement primaire et secondaire, la santé, n'est-ce pas, l'agriculture, le développement rural, sont des secteurs décentralisés. Mais ce n'est pas vous qui payez, c'est le gouvernement central qui paye cet argent-là. Il faut comptabiliser que dans la proportion des 40% dont on parle, cet argent-là est comptabilisé. Et nous avons fait l'exercice. On n'est pas à moins de 30%. Donc, vous avez, dans la nomenclature des taxes et des impôts, des redevances, vous avez la possibilité de grainer des moyens. Il y a ce qu'on appelle des taxes d'intérêt commun. Vous avez. Et généralement, je fais le monitoring de l'action publique dans beaucoup de provinces. Lorsque vous posez la question, combien d'argent quitte la ville, quitte le gouvernement central vers vous, on va vous citer. Mais quand vous posez la question, combien vous générez localement, il y a des hésitations. Non, vous avez la possibilité, au regard de la nomenclature de taxes, de mobiliser des ressources. Certainement que les ressources à caractère national vont venir, je ne sais pas quelle proportion, bien entendu, mais en attendant que ça vienne, mobilisez-vous, montrez-vous que vous êtes capable de poser des aides qui vont dans le sens de changer vos provinces. Parce que le budget de la province est différent du budget du gouvernement central. Et je voudrais calmer les gens qui, aujourd'hui, font pas de bruit autour de la modicité du budget du gouvernement central pour dire 6 milliards, 7 milliards, c'est trop peu. Oui, 6 milliards, 7 milliards, c'est trop peu par rapport aux ambitions, par rapport à la démographie de notre pays. Mais croyez-moi que chaque province, il y en a 26, chaque province dispose de son budget. Le budget de la province n'est pas inclus dans le budget du gouvernement central parce que la province a ses compétences. Et donc, pour juger le budget de la République, il va falloir faire la sommation de tous les budgets de 26 provinces, plus le budget du gouvernement central, et vous saurez combien d'argent nous avons mis à l'exercice tel pour combattre contre la pauvreté. Merci. Alors, je prends l'exemple de la province. Allez-y rapidement, nous sommes arrivés à la fin. Le Lualaba, par exemple, a plus de 500 millions de dollars. Vous prenez Kinshasa, plus de 500 millions. Vous prenez Kachanga, plus de 500 millions. Vous prenez le Congo central, plus de 500 millions, ainsi de suite. Chaque province, l'Itourie, etc. Mais écoutez, faites la sommation. Vous n'avez pas moins de 10 milliards de dollars. C'est ça. Ça s'appelle, en technique de décentralisation, le budget consolidé. Il faut que cela soit entendu comme tel. Et que chaque province fonctionne comme une république. Merci. De la même manière qu'on attend du gouvernement Samba, la même manière que la province attendra du gouvernement provincial ce qu'il est capable de réaliser pour sa population. Voilà. Et les différentes institutions comme la Cour des comptes, l'inspection générale des finances, l'inspection générale des finances, l'Assemblée provinciale par exemple, et vous avez les cellules des changements de mentalité, les agences de lutte contre la corruption. Toutes ces institutions concourent à la performance des institutions. Il faudrait qu'elles soient mises en branle. Et on a besoin véritablement que cela soit fait. Au lieu d'attaquer le président, d'attaquer le premier ministre, chacun doit jouer sa partition pour que véritablement on relève le défi. Et le vrai défi, c'est de lutter contre la pauvreté de notre pays. Merci, monsieur Norbert Yamba Yamba. C'est pour cela que je vous appelle l'homme qui se situe à la hauteur de sa tâche. Vous savez, il y avait beaucoup à dire. Les temps nous pressent. Donc, nous sommes obligés de nous arrêter la faute de temps. Comprenez? Merci, monsieur Norbert Yamba Yamba, d'avoir rehaussé devant ton présence. Merci, merci. Et ça ne sera pas la toute et la dernière fois que vous soyez le prochain invité. Je suis toujours dispo. Très bien. Merci. Merci, Sané Donfili. Mesdames et messieurs, vous avez suivi, n'est-ce pas, la matière qui vient de sortir de la bouche d'un homme, d'un digne fils du pays en la personne de
Norbert Yamba Yamba, pourquoi pas aussi ministrable? Là, c'est l'angle du Moukoko. Départ, son savoir, son expertise en la matière. Je crois bien les rendez-vous est bel et bien pris pour la semaine prochaine. D'ici là, portez-vous bien. Au revoir.